Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Festival de géographie. Bienvenue à cette table ronde intitulée Les sols, naissance, vie et mort, point d'interrogation. Très vaste question. Alors, pour nous aider à comprendre ce qu'il y a vraiment sous nos pieds, mais aussi tout ce qui menace nos sols et ce qui nous reste à inventer pour cohabiter au mieux avec eux, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 spécialistes du sujet. Brian Chaise, vous êtes docteur en géographie, maître de conférences à l'université de Rouen et vous travaillez notamment sur l'érosion des sols. Geoffroy Serré, vous êtes ingénieur géologue, docteur en sciences agronomiques, professeur à l'université de Lorraine et vous travaillez notamment sur les technosols et la réhabilitation des sols abîmés. Et enfin, Marc-André Sellos, vous êtes biologiste, spécialiste de botanique et de mycologie, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et dans plusieurs autres universités. Et vous avez notamment publié plusieurs ouvrages, la bande dessinée Sous terre avec Mathieu Burnia ou encore L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question toute simple. Brian, par exemple, c'est quoi un sol ? Qu'est-ce qui distingue un sol d'un sous-sol ? Qu'est-ce qui le distingue de la terre, tout simplement ? Qu'est-ce que c'est un sol ? Alors, un sol, c'est bon, oui, vous m'entendez bien. Donc, c'est une couche qui est à l'interface entre la biosphère, donc le monde du vivant, notre monde, le monde animal, le monde végétal, et la lithosphère, donc j'ai envie de dire le monde des roches. Et donc cette couche qui a à l'interface entre les deux, qu'on appelle le sol, ou qu'on peut appeler également donc la pédosphère, elle va se nourrir de ces deux milieux. Donc le milieu qui a en dessous de lui, donc le sol se nourrit de la désagrégation de la roche et il va se nourrir également de la décomposition de, par exemple, la végétation. Quand elle va mourir, la végétation donc, va se décomposer et ça va être également assimilé par le sol. Donc le sol, au-delà d'être à l'interface entre les deux, il va se former, du coup ça va être un mix entre cette matière végétale et les éléments minéraux qui viennent donc du substrat rocheux, qui a en dessous du sol. Et la différence avec le sous-sol, pour répondre à votre deuxième question, le sous-sol, finalement, ça va être ce que je vous disais, le monde qui a dessous le sol, donc le monde de la lithosphère, le monde des roches. Donc on est juste en dessous du sol, comme son nom l'indique. Marc-André Sellos, là je m'adresse aux botanistes en vous, aux mycologistes en vous. Qu'est-ce qu'on trouve dans une poignée de terre ? Alors, effectivement, la description qui est donnée est tout à fait exacte et statistiquement, en fait, c'est de la pierre et de la mort, du vivant mort. Bon, on peut rajouter aussi un peu de gaz, effectivement, venu de l'atmosphère, et on peut s'arrêter là, et on s'est longtemps arrêté là. Beaucoup de nos pratiques agronomiques voient le sol comme une sorte d'éponge à substance pour les plantes. Mais en réalité, il y a une petite fraction, peut-être 0%, 0,1%, sans doute moins de 0,1% en volume du sol qui est fait de vie. Et cette vie, c'est effectivement une vie qui est avant tout microbienne. Donc, quand vous avez une poignée de terre dans la main, il y a des êtres en entier dans votre main. Mais elle n'est pas que microbienne, il y a aussi des racines et de plantes. Le tiers de la plante, en moyenne, est souterrain. Ce qu'on ne voit pas quand on arrache, parce que les petites racines cassent, et la biomasse souterraine, c'est surtout de la petite racine. Et puis, il y a bien sûr des animaux dont l'imaginaire populaire, effectivement, tout de suite capte la présence, parce qu'ils bougent, ils sont souvent assez gros. C'est les vers de terre, par exemple. Mais il y a ces microbes qui sont pas visibles à l'œil nu, par définition, et qui sont d'une part des champignons, des filaments microscopiques d'un diamètre de 10 millièmes de millimètre, des bactéries, c'est 10 fois plus petit. Oui, parce qu'il y a différentes façons d'être petit, hein. Il y a des échelles dans le monde microbien. Ces bactéries, d'ailleurs, donnent l'odeur de terre. Hein. Elles produisent une molécule, la géosmine, qui fait que la terre a l'odeur de terre. Et d'ailleurs, quand elles ne sentent pas la terre, elles sentent le champignon. Et c'est un aveu aussi de cette présence microbienne. Enfin, il y a des virus qui, eux, sont si petits, ils sont beaucoup plus petits que les bactéries, qui n'ont pas la place de refaire des virus à l'intérieur d'eux-mêmes et qui empruntent la cellule des autres pour se faire. Et puis aussi les amibes, dont le rôle est trop méconnu, je pense, mais je relisais les travaux de Klarholm ce matin pour un numéro spécial de la recherche qui va apparaître sur le sol. Et en fait, s'ils n'étaient pas là pour brouter les bactéries capteraient toutes les ressources nécessaires aux plantes. Alors maintenant, dans cette poignée de terre, nous avons un bon million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces,
Nous avons un bon millier d'espèces de champignons, une bonne centaine d'espèces d'amibes, un nombre incalculable de virus, parce que ça, c'est un peu la boîte noire. On ne sait pas très bien quels sont ces virus et le catalogue reste à faire. Et maintenant, si on change complètement d'échelle et si on s'intéresse au sol d'un hectare de nos régions, on est sur, en gros, 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines. Et c'est variable. Alors là, c'est ce qui varie le plus, mais en moyenne, 1,5 tonne d'animaux. Et c'est un peu normal parce que comme les animaux mangent des racines ou des microbes, il faudrait croire à la croissance pour penser qu'avec une certaine ressource, on peut faire plus de produits transformés. C'est assez vertigineux. Alors, on va ouvrir encore un peu plus. Geoffroy Serré, est-ce qu'il faut parler du sol ou est-ce qu'il faut parler des sols au pluriel ? Merci pour la question. Alors évidemment, il faut parler des sols. Hein. Je souscris tout à fait aux définitions qui ont été apportées. Juste redire que les sols sont aussi le fruit d'une lente évolution. Alors, surtout à l'endroit où on se trouve, il faut imaginer que les sols qui nous entourent, ils ont de 10 à 15 000 ans. En gros, ils sont formés après la dernière glaciation. Je donne toujours cette image pour que ce soit explicite. Au moment où les glaciers se sont retirés, ils ont laissé des roches à nu, hein, la fameuse lithosphère, et c'est seulement ensuite que les sols ont pu se redévelopper, notamment par le biais de la vie. Mais évidemment, il y a une diversité de sols en contexte naturel, dépendant de la nature de la roche-mère, le grès ici à Saint-Dié, le calcaire dans le bassin parisien, et puis aussi ça va dépendre de l'importance des organismes vivants qui peuvent conditionner le type de sol. Et pour venir même dans ce gradient d'anthropisation, on a des sols naturels en contexte forestier. L'agriculture va aussi modifier, faire évoluer les sols. Et puis on a même des sols jusque dans nos villes qui peuvent évidemment aussi avoir des caractéristiques très particulières. Au niveau de la France, par exemple, je dirais, on a quelle diversité de sols on a ? Alors, selon il y a des grandes classifications un peu simplifiées qui a été faite, qui va jusqu'à une douzaine de grandes classes de sols. Et au sein de cette grande classe de sols, on a encore une plus grande diversité, ce qui fait qu'on a, on va en dire, 50 types de sols différents à l'échelle de la France métropolitaine. Alors les sols, quand on n'est ni géologue ni botaniste, on les envisage surtout par le prisme de leur usage. Quels sont les grands usages qu'on fait de nos sols aujourd'hui en France ? Alors, avant de parler d'usage, peut-être, mais pour y répondre ensuite, outre les définitions qui ont été apportées des sols, peut-être ce qu'on peut essayer de mettre en avant ici, c'est l'importance qu'ont les sols pour nos sociétés, via notamment les services écosystémiques qu'ils nous rendent, c'est-à-dire les bénéfices que nous, êtres humains, pouvons en retirer. Et il y en a une grande diversité. Et donc ça fera lien probablement avec la question. Les sols produisent de l'alimentation, et sans sol, alors, j'ai pas de chiffre exact, je ne sais pas, peut-être que vous en aurez, mais je pense que 95 à 96% de notre alimentation dépend de manière directe ou indirecte des sols. Sans sol, plus de végétaux, plus d'animaux qui consomment évidemment ces végétaux. Donc si on retire peut-être le fruit, les poissons, peut-être éventuellement les fraises qu'on fait pousser en hydroponie dans nos serres, voilà, donc en gros, sans sol. Mais il y a d'autres services, hein, comme celui d'infiltrer les eaux, donc de réduire les risques d'inondation, de stocker du carbone pour réduire les impacts du changement climatique. Donc il y a une grande diversité de services qui peuvent être rendus, que l'homme a su quelque part exploiter. Et on pourra probablement en discuter, mais c'est vrai que la manière dont l'homme utilise les sols, c'est souvent en visant une forme de mono-usage. On produit uniquement de l'alimentation, on fait des supports de bâtiments, on produit des arbres, voilà. Alors, je veux bien concéder l'hydroponie, mais pas les poissons. Parce que dans l'océan, la fertilité tombe au fond de l'océan et elle se décompose, comme elle se décomposerait dans les sols, sauf qu'elle se décompose loin de la lumière. Donc en gros, tous les sels minéraux, et notamment le fer, qui est très limitant, l'océan est anémié de façon permanente. Hein. C'est pas de l'azote, c'est pas du phosphate qu'il faut mettre au milieu du Pacifique pour avoir des algues et du plancton et des poissons. C'est du fer. L'océan, il est anémié. En fait, il ne fonctionne que là où il y a des apports d'eau de rivière et elles viennent des sols et elles emmènent une partie de la fertilité des sols. C'est pour ça qu'on va faire de la pêche à la morue à Terre-Neuve, qu'on va en Islande. C'est parce qu'il faut une côte. Et donc, même le poisson, finalement, c'est du sol. Mais alors bon, après un long voyage. Mais pour revenir aux fonctions, il y en a une qui me paraît aiguë et qui est méconnue, c'est celle sur le climat.
Alors, le sol est à la fois producteur de gaz à effet de serre, aussi bien du CO2 lorsque respirent les organismes du sol, mais il faut savoir qu'on peut respirer sans oxygène. Il y a des organismes qui respirent au fer, au sulfate, à n'importe quoi quand il n'y a pas d'oxygène. Alors n'importe quoi, c'est en particulier le CO2. Et là, le déchet, c'est du méthane. C'est ce qui se passe dans les méthaniseurs. Donc un sol humide où où l'atmosphère et l'oxygène rentrent peu produit du méthane. Il y en a aussi qui respirent au nitrate. Et ça fait que les sols, ça produit du protoxyde d'azote. Le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 et le protoxyde d'azote 230 fois plus efficace que le CO2. Et donc vous comprenez que quand on laboure et qu'on aère le sol, on l'aide à produire du CO2. Quand on irrigue, on aide le sol à produire du méthane ou du protoxyde d'azote. Et si on met des engrais azotés, nitriques, nos engrais minéraux sur des sols humides ou sur des sols qu'on irrigue, comme par exemple dans le bassin aquitain, eh bien, on fait de l'effet de serre. Bon, en gros, je dis souvent que je parle sous votre contrôle, le sol, c'est la moitié de l'effet de serre produit par l'agriculture. Alors après, c'est le paradoxe, et c'est là qu'on voit qu'il faut comprendre le sol, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui stocke du carbone sous forme de matière organique. Et donc, aujourd'hui, on en fait un problème additionnel. Juste un chiffre, on pense que les émissions de CO2 par le labour représentent un tiers du CO2 produit par l'humanité depuis 8000 ans, avec une contribution à stopper un refroidissement climatique pendant les 8000 premières années, et puis les 200 dernières années, là ça s'emballe avec le carbone fossile. Mais revenons là-dessus, si vous mettez de la matière organique dans le sol, elle va mettre du temps à se décomposer, c'est pour ça que le sol est noir d'ailleurs, ça prend du temps, ça peut prendre des dizaines d'années, ou dans certains sols des centaines d'années, voire même dans certains tchernosièmes, ces sols d'Ukraine ou du sud de la Russie, et là on pense, bien qu'on soit discuté, qu'on est sur plutôt du 10 000 ans. Alors, ça veut dire que si on met de la matière organique, c'est du fumier, c'est nos déchets de cuisine, c'est aussi des cultures qu'on fait en hiver et qu'on détruit juste au printemps. Si on met de la matière organique dans le sol, on lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, Stéphane Le Foll avait lancé une initiative, le 4 pour 1000, qui est basée sur un calcul qui fixe des idées, parce qu'on ne peut pas le faire partout, qui dit que si tous les sols du globe voient augmenter de 4 pour 1000, 0,4% leur teneur en matière organique, eh bien on compense les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. On ne peut pas le faire partout, mais partout où on peut le faire, on doit le faire, je pense. Alors, Brian Chase, on a parlé de la structure des sols, de leur nature, de leur fonction, de leurs usages. Ce que je me demande aussi, c'est leur lien avec le territoire. Comment un type de sol dans une région peut avoir un impact sur la vie de ce territoire, sur ce qui est produit, sur l'urbanisme, sur comment on y vit? Je vais prendre l'exemple que je connais bien, l'exemple viticole, où là le sol va vraiment être à définir ce qu'est un terroir viticole. Il y a dans certaines régions viticoles le terroir. Alors très souvent on va définir le terroir classiquement, théoriquement, c'est la croisée de plusieurs facteurs, c'est le climat, la géologie, le sol et les pratiques humaines. Mais dans certains vignobles, et notamment le vignoble de Bourgogne que je connais bien, on va mettre en avant un de ces facteurs avant tout, c'est le sol. Le sol qui va vraiment définir les terroirs viticoles bourguignons et que les viticulteurs vont chercher à défendre à tout prix. À tout prix, puisque les sols viticoles vont être soumis à une érosion des sols qui est particulièrement forte. Les sols viticoles, c'est le système agricole le plus vulnérable à l'érosion des sols. Alors je passe les différents facteurs, la culture en pente, les vignes qui sont désherbées. Donc vous allez avoir des viticulteurs qui vont vouloir se prémunir contre cette érosion pour maintenir la ressource en sol, qui pour eux est capitale. Vous pensez bien, s'il n'y a plus de sol, il n'y a plus de vignes. Donc il y a un lien au sol qui est vraiment très fort. Alors, c'est ce que je montrerai dans le cadre d'une autre conférence. Pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ce discours, cette valeur qu'on attribue au sol, le discours selon lequel le sol est naturel, il est tel que la nature nous l'a fourni, donc on attribue une très forte valeur à ce sol, c'est une véritable construction sociale, en tout cas le discours qu'on peut avoir sur le sol actuellement dans les terroirs viticoles, puisqu'il n'a pas toujours été considéré de la même manière. Donc vous voyez, c'est vraiment un discours qu'on peut développer autour du sol pour construire une image, limite une image marketing, c'est ce qui
permet par exemple au vignoble de Bourgogne d'avoir une image de vignoble un peu d'élite, parce que je cultive mon vin sur des sols qui sont dits soi-disant naturels. Bon, si on regarde et qu'on remonte quelques siècles en arrière, il s'avère que la réalité est tout autre. Alors justement, vous avez parlé de l'exemple de l'érosion. On parle aujourd'hui de nombreuses menaces qui pèsent sur les sols européens qui sont particulièrement dégradés. Qu'est-ce que c'est un sol en bonne santé ? Alors, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais de mon point de vue, c'est difficile de donner une seule définition de sol en bonne santé, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que les sols, ils sont pluriels, il y en a énormément. Après, on pourrait peut-être s'accorder sur quelques-unes des caractéristiques qu'on pourrait trouver en commun dans les sols pour dire que ça, c'est un sol en bonne santé. Par exemple, la matière organique. Mais même quelque chose, je pense que vous avez déjà toutes et tous entendu, dans les sols notamment qu'on a dans les zones de maraîchage, dans les jardins tout simplement, que vous pouvez avoir chez vous, un signe qui pourrait indiquer que vous avez un sol en bonne santé, les vers de terre, par exemple. Les vers de terre, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu que c'est signe d'un sol en bonne santé, effectivement, parce que le ver de terre, il va brasser le sol, donc il va permettre son oxygénation, donc ça c'est très bien, mais ça ne marche pas de partout. Vous mettez des vers de terre, par exemple, dans la forêt boréale canadienne, donc une forêt de conifères, et ben là, le ver de terre, il est considéré comme espèce exotique envahissante. D'accord ? Donc vous voyez, vraiment deux poids, deux mesures vis-à-vis du sol. D'un côté, on le considère une vision très, très laudative, très améliorative du ver de terre pour un sol. Et d'un autre côté, à tout prix, il faut faire la chasse au ver de terre. Donc pour revenir à la question qui a été posée au départ, c'est très difficile de donner la définition d'un sol en bonne santé. Il y aurait autant de définitions limite qu'il y aurait de sol. Geoffroy, quelque chose à rajouter ? Ouais, peut-être. Moi, ce concept de santé du sol, il a émergé assez récemment. Y avait, avant, on parlait de qualité du sol, par exemple. Et c'est vrai que, et ce terme a été repris à l'échelle nationale et européenne notamment. Et moi, j'aime vraiment bien le concept parce que je pense que ça nous parle tous. Et pour faire écho à ce que vous disiez, en effet, dire qu'un jeune de 18 ans est à bonne santé, c'est pas la même chose que de dire qu'une grand-mère qui a 80 ans est en bonne santé. Et c'est la même chose pour les sols, parce qu'on a des sols, alors notamment ici à Saint-Dié, on a des sols qui sont développés sur roches meracides, qui peuvent être avec une activité biologique assez limitée. Mais néanmoins, évidemment, ce sol-là, il a une potentialité en termes de fertilité, d'accueil de la biodiversité, qui est différente du sol de la Beauce, qui est extrêmement fertile. Et donc on voit bien qu'en effet, évaluer la santé du sol, eh bien, ça revient, et je pense qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus, à examiner chaque cas, chaque sol doit être dans son contexte climatique, géologique, et dans son usage doit être considéré. Et là, on peut commencer à évaluer la santé et de dire par rapport à une référence qu'on peut définir comme un sol naturel, ou alors même si c'est pas toujours évident, voilà. Et je trouve que c'est vraiment utile d'avancer sur ce concept et de le faire diffuser dans la société, même si ça suppose que ça va être complexe et qu'il faudra faire probablement un diagnostic, comme on va chez le médecin, au cas par cas, et le suivre au cours du temps pour évaluer cette santé. Alors, même si je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et que je boude pas mon plaisir quand on parle de santé des sols, je voudrais vous montrer à quel point cela reflète le fait qu'on ne comprend pas ce que c'est qu'un sol quand on parle de sa santé. C'est un peu comme quand on parle de la santé d'un écosystème. La santé sur un organisme, on sait très bien comment ça se passe bien ou pas bien. En évolution, par exemple, la santé, c'est ce qui met dans la situation d'avoir le maximum de descendants. C'est une définition évolutive. Il y en a d'autres. Hein. Bon. Un organisme a une santé. Mais le sol est un écosystème. Le sol est un processus. Est-ce qu'un processus a une santé ? Est-ce qu'un écosystème a une santé ? Est-ce qu'il va moins se reproduire ? Non, il ne se reproduit pas, c'est ses habitants qui se reproduisent. En d'autres termes, un écosystème est une collection d'organismes qui, eux, ont une santé. Mais si on croit aux propriétés émergentes, le tout ne peut pas se décrire avec des propriétés de ses parties. Et un écosystème, c'est un processus. Alors, on va prendre une prairie fertile ou une pâture ou même une céréaliculture superbe, okay, on va répandre dessus des métaux lourds,
on va mettre des hydrocarbures polyaromatiques bien toxiques. Alors évidemment, tout ce que nous, on utilise va crever. Et on va faire un micro-trottoir parmi les bactéries et les champignons résistants aux métaux lourds qui poussent en mangeant ces hydrocarbures et que d'ailleurs, on utilise pour aujourd'hui faire de la remédiation sur les sols contaminés. Et on va leur demander, est-ce que l'environnement est en bonne santé? Et ils vont nous dire quoi? Bah oui. En réalité, ce qu'on appelle la santé du sol, c'est sa capacité à opérer les processus qui rendent les services qu'on a décrits précédemment à nous. Donc évidemment, c'est un concept important. Mais le fait d'avoir attribué la santé à un écosystème montre à quel point nous sommes ignorants de ce qu'est un écosystème et de ce qu'est le vivant. Car il n'a pas de santé. C'est nous qui en avons une. Et ce qu'on appelle la santé du sol, c'est les circonstances où il soutient notre santé. Et là, on arrive à ce point qu'on évoquait déjà un peu avec l'alimentation, c'est que le sol, c'est vous. On n'est pas en train de défendre l'environnement, là, on n'est pas en train de défendre les sols, on n'est pas en train de parler des sols, on est en train de parler de votre nourriture, de ton phosphore, de ton magnésium, de ton azote, de ton fer, qui viennent du sol. Sans compter votre eau, qui a plu sur le sol et qui a été, normalement, s'ils ne sont pas trop dégueulasses, filtrée par le sol. En réalité, ce qu'on appelle la santé des écosystèmes, c'est leur capacité à avoir les fonctions cohérentes avec les utilisations qu'on veut en faire et qui sont effectivement très dépendantes de l'endroit. Oui, ça c'est sûr. Oui, alors je suis évidemment complètement d'accord. Et probablement que ce concept de santé des sols et des écosystèmes est arrivé un peu par défaut, parce qu'on s'est dit quelle est la meilleure manière de donner à percevoir aux citoyens l'importance de nos écosystèmes. Bon. Donc voilà, donc je pense moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de limites à la transposition de ce concept aux écosystèmes. Néanmoins, mais c'est des questions qui restent ouvertes et moi je n'ai pas de réponse à arrêter, mais on peut l'utiliser, enfin moi je ne suis pas contre l'utiliser, mais ça, il faut commente. l'utiliser, c'est ça, tout à fait. Un critère sur lequel on pourrait certainement s'entendre pour quand même définir ce qu'est un sol en bonne santé. Voilà, je disais, on peut peut-être piocher des fois des caractéristiques qu'on pourrait retrouver dans les différents sols. Alors pourquoi pas, on pourrait parler de la matière organique, mais sur l'érosion des sols, il y a un seuil qui a été défini, le seuil de durabilité des sols, donc qui est compris entre 0,3 et 1,4 tonnes par hectare par an. Donc si vous êtes dans cette fourchette ou même inférieur à cette fourchette, c'est très positif pour votre sol. Ça veut dire que votre sol, il a le temps de se renouveler, il a le temps d'absorber l'érosion. En revanche, si vous êtes au-delà des 1,4 tonnes par hectare par an, ça veut dire que votre sol, c'est un peu comme un bilan comptable, il va avoir plus de pertes que de gains. Parce que, comme on disait tout à l'heure, un sol aussi il se recrée par ce processus qu'on appelle la pédogénèse, et il perd également donc via l'érosion des sols. Donc après, c'est comme un bilan comptable, il y a des sorties, il y a des entrées. Donc quand vous êtes au-delà de 1,4 tonnes par hectare par an, vous allez avoir plus de pertes que d'entrées. En revanche, quand vous êtes dans ce seuil ou même en dessous de ce seuil, donc ce seuil qui est défini sur un intervalle, ça permet d'englober toutes les diversités de sols. Il y en a certains, ça va être à 0,3, il y en a, ça va être 1,4, il y en a, ça va être au milieu. Et bien, quand vous êtes dans cet intervalle ou en dessous de cet intervalle, c'est tout à fait positif pour votre sol. Encore une fois, il a le temps de se renouveler, d'absorber l'érosion qui est inhérente à chaque sol. Donc voilà peut-être une caractéristique commune à chaque sol pour définir ce qu'est un sol en bonne santé, le seuil de durabilité des sols, donc y compris entre 0,3 et 1,4 tonnes par hectare et par an. Je rebondis rapidement sur l'intitulé de cette conférence qui contient le mot « mort » dedans. À quoi ça ressemble un sol mort? Est-ce qu'un sol peut être mort? Un sol mort, déjà, j'ai envie de dire, c'est un sol qui a disparu. Okay, vous tombez, vous êtes sur le substrat rocheux, il n'y a plus rien. Vous avez perdu toutes les fonctions d'un sol qu'on a pu définir précédemment, les fonctions de production, les fonctions qui ont été évoquées, mais effectivement qui sont en contrebalancées de stockage du carbone, etc. Tout ça, ça disparaît. Donc déjà, j'ai envie de dire, oui, effectivement, la mort d'un sol, ne serait-ce que c'est lorsqu'il disparaît. Mais après, on pourrait discuter d'autres critères. Je pense que mes collègues sont certainement mieux placés que moi là-dessus. Oui, alors, en effet, moi je travaille notamment sur des sols en contexte urbain et industriel. Donc des sols qui ont pu être en contexte industriel, qui ont pu être contaminés. Mais même ou éventuellement en contexte urbain, des sols qui ont été imperméabilisés. Enfin, il suffit de sortir juste ici de la salle pour se rendre compte de l'impact dément que peut avoir nos activités anthropiques sur les sols.
Néanmoins, alors on en parlait avant le début de la table ronde. Bon, est-ce que c'est un péché d'optimisme? Je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais vu de sol mort. Alors j'en veux pour preuve. Alors en effet, Marc-André l'évoquait, des sols en contexte industriel qui peuvent être assez fortement contaminés. Malgré ça, alors dans la plupart des cas, il peut y avoir des cas extrêmes, eh bien on a certains êtres vivants qui vont pouvoir s'adapter à ces milieux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, ou ça ne veut pas dire qu'ils ont un fonctionnement normal ou attendu. C'est un fonctionnement très dégradé, mais néanmoins complètement mort, pas forcément. Et un autre exemple, alors on est en train de conclure un programme de recherche là, qui s'appelle DESSER sur la désimperméabilisation des sols. Alors on en parle beaucoup en ce moment, sur notamment le décèlement des... Alors on le fait notamment dans les cours d'école, ce qui est très bien, parce qu'en gros, on recrée ne serait-ce que une continuité hydrique, on permet à l'eau de s'infiltrer. Et donc on a testé, en gros, sur différents endroits, dont à Nancy, au parc Sainte-Marie, différentes modalités de décèlement, où simplement on retire la couche de surface, l'enrobée, et on voit ce qui se passe, où on retire la couche d'enrobée, on décompacte, où on retire la couche d'enrobée, on décompacte et on apporte du compost ou de la matière organique. Et on se rend compte que, évidemment, selon l'effort et l'énergie qu'on a mis à restaurer ces sols, ça va plus ou moins vite, mais que dans tous les cas, eh bien, la nature peut reprendre ses droits. Et donc, moi je pense que ça fait écho à ce que Brian disait. Dans ce qu'on est en train de discuter là, tout est affaire de temps et d'énergie. Et est-ce que donc en gros, même si on laisse faire la nature, et vous l'avez probablement vu, même sur des routes qui sont un peu abandonnées, on a la nature qui reprend ses droits, mais ça va prendre extrêmement longtemps. Et je pense que la question essentielle, c'est est-ce qu'on a le temps d'attendre que les sols se restaurent, se refonctionnalisent spontanément? Bon, moi j'ai une petite idée là-dessus. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment beaucoup de temps. Je me suis non plus. Là, alors, donc déjà, pour continuer à être un peu chiant avec les mots, un truc qui n'a pas de santé n'a pas de mort. Et la question, c'est est-ce qu'il est habité de vivant? Et on pourra dire par abus de langage qu'un sol est mort quand toute la vie qu'il contient est morte. Quand tous les êtres qu'il contient sont morts. Alors de ce point de vue-là, il y a un abus de langage qu'utilisent certains, notamment les bourguignons, qui ont eu un grand rôle, dans ma vie en tout cas, ils ont eu un grand rôle pour me pousser vers le sol, et ils disent souvent, oui, les sols agricoles français sont morts. Ben non. Non, et c'est d'autant plus vrai que quand on commence à faire de l'agriculture non labourée, avec des couverts permanents et des rotations de culture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, en 2 à 10 ans, on voit le sol qui fleurit. Ce qui se passe, c'est qu'on est à l'ère où dans les sols, les populations des habitants sont en train de diminuer. Il y a même certaines espèces qui disparaissent des sols agricoles, mais enfin elles sont autour, donc et nos sols ne sont pas morts et ils peuvent très vite se réactiver. Voilà. En revanche, il faut faire vite parce que, à force que les populations baissent, à la fin, on risque quand même des extinctions. C'est la première chose. Donc, les sols agricoles ne sont pas morts, ils sont moribonds pour accepter de prendre des expressions indues pour des écosystèmes, mais qui sont parlantes au moins. En revanche, effectivement, c'est l'artificialisation qui tue. Et moi, je suis particulièrement choqué de voir ce qui se passe à Saclay. Je suis choqué parce que c'est parmi les plus beaux sols d'Europe. Vous seriez peut-être étonné d'apprendre que dans le zéro artificialisation net, ce qu'on fait à Saclay ne compte pas, parce que c'est international. Bon, voilà. C'est plutôt pour les petites communes rurales, finalement, le zéro artificialisation net. Et surtout, vous seriez choqué de voir comment on fait ça. En fait, le sol, s'il y a de la vie dedans, il est instable. Donc, on décape toute la couche de surface, on ne donne pas accès à l'eau, d'où on ne viendra plus. Donc, en enlevant la couche de surface, on enlève toute la matière organique et quand même, bon, voilà, c'est surtout de ça que se nourrit la vie du sol. Je vais revenir sur les exceptions après. On dame le sol, à la fois pour augmenter sa stabilité, mais aussi d'une certaine façon, ça empêche toute vie de s'y développer, puisque l'air n'y entre plus. Et on chaule pour bien tuer. Et il y a même des sols où on enzyme, c'est-à-dire qu'on rajoute des enzymes qui détruisent la vie et les molécules qui s'y trouvent. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Là, c'est une tuerie. Bon. Et c'est dommage parce que c'est des sols très productifs, donc comme le climat change et qu'on va avoir besoin de place pour produire autant qu'avant, c'est peut-être pas la bonne idée. Maintenant, si on extrapole et qu'on se demande qu'est-ce que c'est qu'un sol mort, en fait, un sol n'est jamais mort, il y a de la vie partout. Mais moi, j'ai pensé à une définition pour ça. On peut dire en gros qu'un sol est mort quand il a autant de vie qu'il y en a dans la roche sous-jacente.
Bon, il y a une biosphère profonde, il y a des microbes, notamment des bactéries qui vivent jusqu'à 5, 10, 15 km de profondeur. Tout dépend du gradient géothermique. En gros, quand on atteint 120 degrés, ça commence à être un peu chaud. Mais jusqu'à 120 degrés de profondeur, si j'ose dire, il y a de la vie. Bon, c'est une biosphère qui fait en gros 10 tonnes par kilomètre cube. C'est très dispersé, c'est pas très dense, mais c'est l'essentiel de la vie terrestre. Parce que des kilomètres cubes de roche à moins de 120 degrés, il y en a et il y en a et il y en a. On pense qu'il y a là les 2/3 de la masse microbienne du monde. Bien. Parce que les océans à côté, ou la surface terrestre, c'est tout petit. J'en reviens à ça. Quand on a dans un sol le même niveau de vie que dans le sous-sol, et c'est des vies qui vivent sur des réactions, surtout sur des réactions physico-chimiques entre des minéraux, entre des formes réduites et oxydées de plein de choses. C'est des bactéries chimiolithotrophes, pour être très technique. Quand on arrive à ce type de vie, à cette intensité de vie, alors je pense qu'on peut dire que c'est ce qu'on va appeler par approximation un sol mort. Et c'est ce qu'il y a sous les villes, quoi. Alors, vous avez parlé de l'artificialisation, Brian, vous avez parlé de l'érosion. Quelles autres menaces pèsent sur les sols? Quelles autres menaces viennent, alors non pas les tuer, non pas menacer leur santé, mais au moins perturber le bon fonctionnement de cet écosystème et menacer tous les organismes vivants qu'il y a dedans? Qui veut? Ah oui, voilà. Alors, la liste est longue. Alors après, il y a une liste établie à l'échelle mondiale, comme la désertification, par exemple, qui peut affecter. Et on peut avoir des enjeux qui concernent peu de salinisation des sols, également liés notamment souvent à des pratiques de surirrigation. On peut avoir des pratiques également liées à la pollution des sols, on le disait. Alors, bon, je fais juste une parenthèse rapide. On parle beaucoup de transition environnementale, et aujourd'hui une des solutions qui apparaît, c'est notamment de décarboner les transports, en les substituant par des voitures électriques, des véhicules électriques qui auront besoin de ressources minérales pour fonctionner. Pour extraire ces ressources minérales, il faudra faire de l'exploitation minière dans des proportions qui, je pense, nous restent largement inconnues à ce jour. Et clairement, l'exploitation minière est également aussi un type de dégradation des sols qui est très marqué. On va parler du labour, qui est quand même la pire chose qu'on puisse faire subir à un sol, parce que labour et toutes les formes d'ailleurs de travail du sol qui entraînent des mouvements cisaillants. La vie du sol n'est pas adaptée aux mouvements cisaillants. D'ailleurs, ça tue les plantes en bousillant leurs racines. Bon, en enfouissant les parties aériennes aussi, certes, mais l'idée c'est que c'est désherbant le labour, c'est une de ses vertus. Il va déchirer les filaments microscopiques des champignons, il va également exposer les animaux à la sécheresse aérienne, voire même il y a des fois des oiseaux qui viennent se servir derrière l'outil de travail du sol. Hein. Donc ça tue. Mais ça tue pas les bactéries, parce qu'elles sont trop petites, elles sont dans les petits morceaux de sol, et c'est elles qui commencent à respirer comme des dingues. Parce qu'il y a plus d'oxygène, et puis elles sont moins ennuyées par les champignons, et aussi moins ennuyées par les amibes, qui sont des régulateurs des populations de bactéries qui souffrent du labour aussi, parce que leurs cellules sont très fragiles. Au total, cette respiration accrue va entraîner, quand c'est labouré, une baisse de la teneur en matière organique du sol. Or, la matière organique du sol, elle a deux grandes fonctions. Alors, en cours, je fais un truc que je ne vais pas faire devant vous, mais je me cure le nez, je sors une bonne grosse crotte de nez, et je dis voilà, ça c'est l'équivalent de la matière organique du sol. Pourquoi? Ça retient l'eau. Et ça, vous savez que la morve retient l'eau. Et ça colle. C'est très difficile de s'en débarrasser après. Et ça colle les morceaux de sol. Ce qui veut dire que ça colle les morceaux de sol qui sont au sommet des trous du sol. Donc ces trous sont plus stables. Et puis ça colle le sol à lui-même. Et ça augmente sa cohésion par rapport à l'érosion. Donc, vous voyez que je perds de la matière organique, donc je fais de l'effet de serre, je perds de la capacité à retenir de l'eau, et comme je perds la colle, je perds aussi la cohérence du sol qui n'est plus couvert par la végétation et qui va s'éroder. L'érosion augmente d'un facteur 10 à 20. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est des choses qui sont démontrées par la reconcentration dans les sols d'éléments qui, eux, ne sont pas sensibles à l'érosion. Donc ces éléments-là finissent par être hyper concentrés. C'est montré historiquement par les sols méditerranéens. Les cités méditerranéennes ont été construites au milieu de grandes plaines fertiles. Et aujourd'hui, quand vous regardez autour des restes de ces cités, les sols sont extrêmement squelettiques, mais ils le sont devenus. Bon, certes, il y a eu une évolution climatique. On sait très bien que l'optimum des pluies
à l'époque, à la glorieuse époque romaine et grecque, était plutôt estivale. Et c'est plus le cas maintenant. Donc il y a aussi un changement climatique. Mais le labour, ça abîme. Et le labour, même si c'est un geste symbolique vraiment de l'agriculture, il n'est pas nécessaire. Les Amérindiens précolombiens, qui n'avaient ni fer, donc pas de charrue, ni animaux de trait, ils n'avaient que des animaux de bas, n'ont jamais labouré. Et aujourd'hui, de fait, l'agriculture dite de conservation, qui ne laboure plus, elle redresse la vie du sol en cessant le labour, elle redresse les stocks de matière organique, elle redresse les stocks d'eau, elle est largement adoptée par les agriculteurs, elle se propage très très vite par l'exemple, beaucoup plus vite que le bio, même si c'est encore que 4% de la surface agricole française, mais c'est une telle solution qu'en zone tropicale où le labour entraîne une érosion drastique parce qu'il y a beaucoup moins d'argile, donc une grande sensibilité à l'érosion, en zone tropicale, en Amérique du Sud, c'est 70% des sols agricoles qui ne sont pas labourés. Donc c'est pas une vision de l'esprit, hein, ça. C'est un truc qu'on a du mal nous à réaliser parce qu'on a des sols profonds et qu'à l'échelle d'une génération, on ne voit rien changer. Brian, un mot à rajouter sur ces menaces qui pèsent sur nos sols? Non, effectivement, l'essentiel a été évoqué. C'est comme disait mon collègue, c'est vrai que la liste est longue. Non, je souscris à tout ce qui a été dit. Effectivement, la salinisation des sols, hein, qui va être liée à l'excès d'eau quand on va cultiver énormément un sol, peut-être plusieurs fois même dans l'année. Hein, les rotations vont être très nombreuses. Effectivement, on va irriguer ce sol. Quand on irrigue trop ce sol, dans l'eau, vous avez des minéraux qui petit à petit vont se déposer au fur et à mesure. Vous avez une accumulation et c'est là que vous avez effectivement un sol qui va devenir sursalé, et impropre à toute forme de culture. Et après, non, effectivement, l'essentiel a été évoqué, mais il y aurait tellement à dire sur les causes... les menaces qui pèsent sur nos sols. Alors avec tout ce que vous venez de nous évoquer, il apparaît assez évident qu'il nous faut protéger les sols. En même temps, on a aussi un impératif de logement, de développement. Geoffroy Serré, comment on peut articuler tout ça? Oui, alors je ne sais pas si certaines dans la salle étaient présents ou présentes dans la table ronde précédente, où le sujet a été notamment assez largement abordé autour d'un choix réglementaire fort qui a été fait, qui est extrêmement polémique, qui est le zéro artificialisation nette, et notamment, alors c'est vrai que, du point de vue des pédologues, des gens qui s'intéressent à la science du sol, au sein de la loi climat résilience, il y a quand même cette définition qui est apparue d'artificialisation des sols comme la perte des fonctions écologiques du sol. Bon, alors moi, en plus, j'ai pas de compétences sur tout ce qui est des affaires juridiques, donc je ne prononcerai pas sur les difficultés d'application de la loi, mais ça a été quand même une étape incroyable de se rendre compte que le législateur, non seulement parlait du sol, ce qui était très rare, et en particulier en France, pour un ensemble de raisons, mais en plus parlait des fonctions écologiques du sol qu'on a déjà pu commencer à décrire. Donc alors, voilà, sans aller loin, sans aller beaucoup plus loin sur les difficultés de mise en œuvre, mais c'est en gros l'outil réglementaire, c'est déjà une manière de prendre conscience que finalement, alors c'est quelque chose de complexe, hein, parce que le sol, on a l'impression qu'on a une surabondance de sol. Surtout en France métropolitaine, on a l'impression qu'il y a des terres agricoles absolument partout et que quelque part on en a largement assez. Mais c'est une vision complètement déformée de ça, sans parler même d'autonomie alimentaire de notre pays. Mais on vit dans un monde où on a de plus en plus, la population augmente, donc on doit nourrir un nombre grandissant de populations. On doit, on l'a dit, stocker de plus en plus de carbone dans les sols pour tenter de réguler un petit peu les changements climatiques. Et donc, cette idée de protéger, alors en plus, et c'est pas uniquement la fonction agricole, hein, productrice en alimentation, c'est aussi les fonctions écologiques, incluant la biodiversité, la capacité à stocker de l'eau, à la filtrer, comme ça a été dit, à protéger aussi le sol, qui est une ressource non renouvelable, qui peut être atteint par l'érosion. Voilà, donc c'est une première approche qui permet déjà, à l'échelle nationale, de gérer ça. Après, je pourrais parler plus tard peut-être de solutions plus techniques, si vous le souhaitez. Je pense qu'il faut rappeler les chiffres. Hein. Donc, on dit tout le temps 5 terrains de foot par heure, jour et nuit. Et en fait, concrètement, c'est la surface qui nourrit la ville du Havre pendant un an qui disparaît chaque année.
Ça, c'est pour fixer les idées. Ensuite, le paradoxe, la question de savoir est-ce qu'on va loger les gens, je suis désolé. Ça c'est vraiment un argument de foutraille. Hein. On a, depuis les années 70, perdu 10% de la surface agricole utile. Et en qualité, sans doute plus, parce que les villes grandissent autour d'elles, évidemment. Or, elles sont installées dans les plus beaux, dans les zones où il y a les plus beaux sols, parce que c'est là qu'il y avait à manger. Bon. Donc, on n'a pas résolu la crise du logement avec ça. Or, la démographie n'a pas été de cette ampleur. Donc, il se passe autre chose. C'est notre avidité à chacun d'entre nous, en termes de consommation, qui entraîne une utilisation accrue par personne des sols pour autre chose que l'agriculture. Il faut bien le voir. Hein. Alors, cela dit, je ne dis pas que le problème soit simple. Pour les élus locaux, ça pose plein de problèmes. Et je vais vous dire, ça pose plein de problèmes malgré le fait qu'en fait, c'est une loi pour nos enfants. Parce que 2050, le moment où on devra être arrivé à zéro, je vais vous dire, moi, les vers de terre, ce sera une expérience sans doute très intime. Bon, peut-être pas vous, vous êtes plus jeune. Mais... Non, mais c'est important parce que c'est un peu encore ces lois où on demande à nos enfants de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Alors, je voudrais ici avoir un commentaire extrêmement politique. Moi, j'ai travaillé avec des députés, des sénateurs. Stéphane Blanc, député sénateur du Vaucluse, qui se débrouille pour essayer d'arranger avec cette loi avec son groupe d'une façon qui limite l'érosion des fonctions écosystémique, donc sénateur LR. Nicole Bonnefoy, qui voulait mettre les sols dans le code rural, avec des exigences de diagnostic de qualité des sols, payés jusqu'à 40 hectares par l'État. Et puis, si vous avez plus de 40 hectares, pour le reste, vous payez vous-même. Bon, son texte est arrivé en février au Sénat, ça s'est mal passé. Et puis, un député MoDem, je crois, oui, François Ramos. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est des gens bien. Et puis il y a des terroristes. Alors je ne vais pas donner de nom, mais quand on me dit qu'en Rhône-Alpes, le ZAN il est ruralicide, je me demande quel degré de démagogie il faut accepter pour ça. Parce que quand une ville grandit, que je sache, vu la démographie qu'on a, il y en a une qui rétrécit. Et ça, c'est une ville rurale, c'est sûr. C'est-à-dire quand Clermont-Ferrand grandit, eh bien, vous avez des villes, son nom m'échappe. Boud, je ne sais pas si vous avez visité Boud déjà. Boud, il y a un bâti superbe et les maisons s'écroulent. Parce que Clermont-Ferrand grandit. Les administrations disparaissent de ces villes-là. Ce qui est ruralicide, c'est d'accepter n'importe quoi en termes de croissance de nos villes. Que ce soit clair. Et moi, je suis scandalisé parce que finalement, on paye très cher le fait que les gens ignorent ce que représentent les sols. Et moi, je ne peux être que reconnaissant à ceux qui sont ici de venir écouter ça. Hein. C'est pas à vous qu'il faut que je le reproche. Mais on paye très cher l'ignorance de ce que sont les sols, parce que ça permet de faire prospérer de telles démagogies qui n'ont pas leur place si on aime nos enfants. Juste période de compléter, effectivement, Marc-André parlait d'ignorance des sols. Bon, mais non, on essaye d'aller dans la bonne voie, d'améliorer autant que possible les choses. Et vous avez l'Organisation des Nations Unies qui œuvre à éduquer un peu les populations, les pouvoirs publics également. Vous avez tous les 5 décembre maintenant la Journée des sols. 2015 également a été nommée par les Nations Unies l'année des sols. Donc on essaye dans la bonne voie de profiter de certains événements pour sensibiliser justement à la question de la préservation et de lutter un peu contre cette ignorance qu'on peut avoir vis-à-vis des sols par rapport à d'autres grands écosystèmes qu'il y a sur Terre, par exemple l'écosystème forestier, les océans, où eux, on va être beaucoup plus sensible à la cause de ces écosystèmes-là. Alors, autre question à tous les trois, comment articuler à nouveau la protection des sols avec l'impératif de bâtir une forme de résilience alimentaire, de sécurité des ressources alimentaires dont on parle beaucoup en ce moment? Il va y avoir toutes les actions, toutes les modalités de culture alternatives, hein, de préservation de la ressource en sol. Alors là, il y en a, on pourra en égrener un type
des types très, très nombreux de ces modalités de culture alternative. Hein. Ça va être notamment tout ce qui va concerner, pour pouvoir continuer à produire, ça veut dire qu'il faut préserver le sol. Donc, par exemple, on va cultiver la vigne non plus sur des sols nus, mais de la vigne enherbée autant que possible. Si on veut continuer à cultiver de la vigne désherbée ou tout autre mode d'agriculture, ok, le sédiment il va être érodé, mais on va essayer de le piéger un peu plus loin pour ensuite pouvoir le remonter sur la parcelle où il y a une cicatrice d'érosion et qu'on va vouloir combler. Donc voilà, on peut agir directement à la source ou agir un petit peu plus loin, puis ensuite remonter le sédiment. Peut-être pour résumer en contexte agricole les 3 impératifs, je pense, c'est éviter autant que faire se peut le travail du sol. Bon, si vous faites des patates, ça va être difficile, hein. Couvrir tout le temps le sol, y compris en hiver, de cultures que soit vous allez pouvoir récolter, c'est ce qu'on appelle des cultures dérobées, soit des cultures intermédiaires à des fins purement techniques que vous allez hacher au sol avant les semis suivants. Bon, j'ai dit hacher pour éviter de rentrer dans les détails, parce que souvent, en fait, c'est plutôt un herbicide qu'on met. Mais même comme ça, c'est mieux que d'avoir un sol nu. Bon. Et puis, des apports de matière organique, c'est-à-dire que plutôt que des engrais minéraux, il faut mettre des engrais sous forme organique. Et il est très urgent que nos poubelles, nos selles, nos urines et celles des animaux retournent dans les champs, puisque c'est une forme d'apport qui est compatible avec la vie du sol et qui évite d'avoir recours aux engrais minéraux. Ça, c'est les grands impératifs. Maintenant, est-ce qu'on nourrira le monde ou pas ? Alors, en fait, il y a 2 catégories de gens qui posent la question de savoir est-ce qu'on nourrira le monde ou pas. Il y a ceux qui se posent la question sincèrement parce qu'ils n'ont pas lu de bibliographie, c'est pas leur métier, et c'est une question qui les honore parce que c'est la fonction quand même des sols. Hein. Je veux dire, on va pas en faire juste des cathédrales qu'on visite et qu'on touche plus. Quand quelqu'un qui a de la bouteille en agronomie vous dit ça, c'est un faux-né de l'industrie agrochimique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de travaux qui montrent que les formes d'agriculture alternative ne produisent pas toujours plus, mais des fois elles produisent plus. Et je vais vous donner un exemple d'emblée, qui va déboucher sur une leçon historique intéressante, à mon sens en tout cas. C'est que quand vous mélangez une céréale et une légumineuse dans une parcelle, alors ça demande de changer d'outillage, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a une conversion, mais néanmoins, vous produisez donc, par exemple, je sais pas, des fèves et puis des céréales. Bon. Vous regardez quelle surface, vous regardez ce que ça produit sur 1 hectare, ce mélange, et vous regardez quelle surface il vous faudrait de pures céréales, vous êtes à 0,8 hectares, et de pures légumineuses, fèves par exemple ou pois, 0,6 hectares, pour produire autant. Ben oui, ça fait 1,4 hectare au total. Parce que, bien sûr, il y a de la compétition entre les deux, mais ils n'utilisent pas exactement les mêmes ressources. Et en plus, je vous passe les détails, mais il y a aussi des interactions positives entre les deux. Le bilan, c'est que là, on a gagné de la place. Alors, c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des pratiques, effectivement, qui demanderont... Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, il y a des modélisations de l'INRAE qui montrent qu'on peut nourrir l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut produire autant. Et puis, si jamais on ne peut pas produire autant, il faudrait peut-être arrêter de laisser partir à la poubelle 30% de l'alimentation. Maintenant, je termine en disant qu'en réalité, le problème n'est plus technique. Il est vraiment de la transition d'équipement des agriculteurs. Et ça, ils ne peuvent pas le faire seuls. De toute façon, ils sont à moitié ruinés. Quand ils mettent le feu à des trucs et qu'ils les saccagent, il faut voir que c'est des mouvements de désespoir. Il y a un vrai problème dans ce pays. Et quand je lis d'ailleurs La Terre de Zola, je m'aperçois que les mêmes problèmes existent depuis plus d'1 siècle. Donc c'est assez angoissant. Et moi, je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas envie de bouger. La vraie question, c'est quand les consommateurs qui justifient par leur geste de consommation la façon dont sont produites les choses qu'ils consomment, et quand les électeurs auront pris assez conscience des sols et de l'existence de ces solutions pour aider à les mettre en œuvre. En fait, c'est un vrai problème citoyen. Et ça, c'est angoissant parce qu'on parlait de la vitesse à laquelle le changement va se faire. Moi, je vois que la génération suivante n'est pas plus formée aux enjeux de l'environnement et de l'écologie et de la santé, finalement, parce que c'est la même chose tout ça, que la précédente. Et je ne suis pas sûr qu'on fabrique des citoyens qui soient plus à même d'aider, de catalyser cette transition qui ne peut pas être un geste de l'agriculture seul. Ouais, une courte remarque. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense que l'idée, c'est de dire que la révolution agricole a pu offrir l'illusion qu'on allait pouvoir faire la même chose partout
Et c'est ce qui s'est passé, mais avec une profusion d'engrais, de produits phytosanitaires qui ont permis de niveler les pratiques, mais quelque part qui ont rendu aussi plus accessible peut-être la pratique agricole. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va être compliqué et qu'il va falloir revenir à des pratiques qui soient adaptées à un contexte climatique, topographique, quand on parlait des vignes. Et voilà. Et donc, en gros, il faut reconstruire de la connaissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir, parce qu'on en a souvent cette image de dire il faut revenir uniquement aux pratiques de nos ancêtres. On a appris, en effet, énormément de choses récemment. On peut aussi mettre de l'innovation et toutes les connaissances qu'on a acquises peuvent nous aider à créer cette agriculture qui permettra de satisfaire nos besoins alimentaires, mais par contre ça demande plus de technicité, plus d'attention portée à la manière dont on gère nos sols. Bon, moi une question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible de faire ça avec, je ne sais plus quel est le pourcentage de la population active qui travaille dans le domaine de l'agriculture, bon, c'est quelques pourcents, bon ça je ne sais pas, franchement je ne suis pas sûr. Geoffroy Serry, justement, vous travaillez, vous, sur les technosols. Comment la technologie peut aider à réhabiliter, à protéger et peut-être à aider les sols à remplir tous ces objectifs dont vous parlez? Oui, merci pour la question. Alors, on l'a dit, un sol, alors, en gardant la métaphore, un sol n'est jamais mort, mais néanmoins, il a besoin aussi d'un élan pour pouvoir le relancer et le refonctionnaliser. Alors, il y a un ensemble de panels de techniques, notamment le génie écologique, qui permettent, en s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, c'est peut-être des termes qui vont parler à l'auditoire, qui permettent justement de refonctionnaliser une partie des écosystèmes. Et parmi ces solutions, alors une des solutions, j'en donne deux, qui sont notamment traitées au sein de mon unité de recherche. Une première que Marc-André a évoquée, qui est la phytoextraction, qui consiste à utiliser des plantes pour extraire des métaux contenus dans le sol. Alors, ça peut être soit des métaux qui sont issus d'activités minières, c'est ce qui est fait notamment, et ensuite on va récolter ces plantes qu'on va transformer, on va brûler pour pouvoir produire du biominerai. Donc ça, c'est un exemple. Alors, l'objectif ici étant plus souvent de produire des minerais de manière alternative que de dépolluer, parce que ça prend quand même très longtemps. Et les travaux que vous évoquiez, en gros, alors c'est des travaux qu'on a développés et qui s'inspirent notamment de travaux qui ont été faits en Amérique du Nord et en Allemagne sur des sites miniers ou sur des sites industriels fortement dégradés, où on arrive sur des sols qui ont été largement constitués de matière de remblai, voire même parfois de restes de bâtiments. Et donc on a des sols qui sont extrêmement dégradés. Et là, l'idée, c'est de recréer des sols, de créer des sols complètement artificiels en valorisant, en recyclant une partie des déchets de nos activités anthropiques, que ce soit des déchets organiques, on a déjà pu évoquer des composts par exemple. Alors sur des sols qu'on a recréés, on a valorisé aussi des sous-produits de papeterie provenant de papeterie vosgienne, ou en valorisant des sédiments de curage, ou en valorisant même du béton issu de la déconstruction de nos bâtiments. Et en gros, alors ça se fait à des échelles très petites, très modestes. On le fait à l'échelle de quelques hectares pour réhabiliter des friches industrielles ou pour recréer des fosses de plantation en ville, mais on peut recréer des sols complètement artificiels qui sont fertiles. Alors pour conclure là-dessus, en gros, on est capable de recréer des sols capables de rendre des fonctions de manière similaire à des sols naturels. Néanmoins, je suis toujours très prudent là-dessus, on n'a pas recréé la complexité d'un écosystème naturel tel qu'on peut le retrouver dans le sol. Même si en termes de biodiversité, c'est des outils, des systèmes très intéressants pour les écologues parce qu'on a des dynamiques de recolonisation. Néanmoins, on n'a pas un niveau de complexité similaire. Mais on peut agir, et alors c'est ce qui se regroupe aussi derrière le terme de renaturation. La renaturation, c'est l'inverse de l'artificialisation, de recréer des fonctions écologiques. C'est possible, on peut faire des choses à petite échelle essentiellement, mais aussi à des échelles plus larges. Mais après, reste la question du temps et de l'énergie qu'on doit mettre pour relancer ces systèmes. Alors, vous avez évoqué la perspective technologique. J'aimerais vous demander plus largement à tous les trois, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, pour protéger ces sols? Maintenant, est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il y a une composante juridique là à mettre en place? Est-ce qu'il faut sensibiliser de manière massive? Est-ce qu'il faut
imposer une forme de changement de paradigme philosophique presque de la manière dont on envisage les sols. En fait, c'est quoi la prochaine étape? Oui, alors tout. En fait, évidemment, je pense que la logique réglementaire, elle est. Et encore une fois, moi, je trouve que le fait que le législateur ait pris conscience de ça, même si notre nouveau Premier ministre a déjà commencé à remettre en cause l'application du ZAN, on verra où ça nous mènera et comment ça se traduira. Et puis après, mais il y a tout. Il y a continuer à former les exploitants et exploitantes agricoles pour intégrer justement les techniques qu'on a évoquées. Moi, je pense qu'on pourra en témoigner, peut-être certaines dans la salle peuvent témoigner aussi. Moi, j'ai pu, notamment à travers des projets pédagogiques ou de recherche, interagir avec des élus qui, quelque part, perçoivent aussi le ZAN comme une opportunité de repenser leur territoire, de renaturer des espaces, se dire à tel endroit, il y a un parking, finalement, il n'est pas très utilisé, est-ce qu'on ne pourra pas le reconvertir? Moi, je pense qu'il faut retrouver de l'envie, de l'optimisme et prendre conscience qu'on a nos ressources non renouvelables sous nos pieds et sur lesquelles on marche tous les jours, et que les choix qu'on fait aujourd'hui peuvent décider, comme Marc-André le disait, de l'avenir de nos enfants et de la capacité de notre planète à subvenir à nos besoins et à répondre à des grands enjeux climatiques en termes d'érosion de la biodiversité. Donc je pense qu'on a encore les cartes en main, mais il faut continuer à agir en formant, en sensibilisant, en échangeant et en propageant un peu ces idées. Entre toutes les solutions que vous avez évoquées, et puis d'autres auxquelles je pense, je n'ai pas envie de choisir. Je pense qu'il faut faire feu de tout bois. J'ai envie de cliver le problème en deux problèmes. Il y a celui des vieux et celui des jeunes. Alors les vieux, on ne les refait pas. Donc il y a des vieux qui sont construits pour se refaire eux-mêmes. Donc par exemple, ils sont dans la salle. Voilà. C'est ceux qui sont curieux. Mais en fait, on ne peut pas être curieux toujours. On peut ne pas être curieux de nature ou pas avoir le temps ou la capacité physique d'être curieux parce qu'on a une vie qui ne le permet pas. Mais il y a plein de façons de les toucher. Il y a être ici, il y a faire des vidéos sur Internet, il y a faire des BD, faire des livres, faire des émissions de radio, faire tout ce qu'on peut, des posts LinkedIn, des choses comme ça. Là, il n'y a pas de bonne méthode parce qu'il faut aller chercher les gens où ils sont, et ils sont partout, les gens, ils ne sont pas tous au même endroit. Mais maintenant que je vous ai dit ce qu'on peut faire des vieux et en vous ayant laissé entendre que leur plasticité était limitée, je voudrais... non, mais c'est vrai en moyenne. C'est vrai. Moi, je me vois, personnellement, ma femme me dit tout le temps, tu devrais arrêter ce costard-cravate, et j'y arrive pas. Voilà. Et pourtant, je pense qu'elle a raison. Non, mais je suis sérieux là. Je ne suis pas en train de bouffonner. Je pense qu'à partir d'un certain âge, la remise en question n'est pas toujours aisée. J'en viens maintenant à la jeunesse. Ça, c'est la page blanche. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte? Et moi, je préside une fédération, la Fédération Biogé, qui réunit le muséum, des sociétés scientifiques, des académies comme celle des sciences, de médecine, d'agriculture. Et cette fédération, un de ses objectifs, c'est de redonner la science aux citoyens. Donc du coup, des festivals comme ça, c'est trop bien. Mais, comme outil, mais aussi de pousser pour l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement, dont cette fédération est la voie. Et on veut pousser dans deux directions. D'abord, on dit que c'est insuffisant. Moi, j'ai écrit les programmes du secondaire, tous les programmes de SVT du secondaire dans ce pays. J'ai coécrit, parce que je n'étais pas seul, évidemment, mais j'ai été de toutes les commissions depuis 30 ans. Tout ce qu'on a pu faire pour le sol, parce qu'on a 1 heure de SVT par semaine au collège et au lycée, et puis pratiquement rien au primaire, c'est une sorte de séquence qui va de l'assiette à l'exploitant et de l'exploitant au sol, qui dure 2 heures, avec une injonction de faire la sortie. Ah bah oui, mais quand vous avez 1 heure par semaine, si vous faites une sortie, vous ne revoyez pas vos gains pendant 4 semaines en remboursant les heures. Donc ça ne se fait pas. Une sortie dans un lieu de production alimentaire en essayant de lier finalement cette production plus ou moins directement avec le sol. Bien. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on forme nos gamins avec pas assez de compétences dans les sciences de la santé, de l'environnement, et donc on n'en fait pas des citoyens qui pourront déjà prendre soin de leur santé, et encore moins celle des autres. Le deuxième axe de la réflexion de Biogé, c'est de dire, mais de toute façon, ici, je pense que vous en êtes convaincus, les objets du vivant et de l'environnement n'appartiennent pas aux sciences dites du vivant et de l'environnement. Elles appartiennent à toutes les disciplines. Moi, j'ai une mère géographe, ma maman, elle nous faisait tout le temps lire, elle nous faisait tout le temps parler le paysage.
et la façon dont il était sculpté par l'homme, la géologie et le climat. Voilà, ça a bercé mon enfance. Ça a été même saoulant parce que on pouvait même pas lire nos livres dans le train parce qu'il fallait regarder les trucs par la fenêtre. Bon. Mais c'est important, ça veut dire qu'en réalité, et c'est une des choses que la biologie essaie de défendre, on a besoin aussi d'une interdisciplinarité autour de ça. Parce que le discours que sauront tenir les sciences du vivant et de l'environnement ne suffit pas, et on voudrait vraiment des programmes, on n'arrive pas à le faire, on n'a même pas le droit de le faire. On voudrait des programmes où certains objets soient abordés par plusieurs disciplines ensemble la même année, de façon à... Oui, c'est la captatio benevolentiae, hein. C'est cette idée que les gamins, ils n'aiment pas les SVT, mais si jamais le prof de géographie, ils aiment bien la géographie, ben, ils y arriveront par la géographie. Ou alors ils y arriveront par les maths dans certains cas, ou par la physique-chimie dans d'autres cas. On a vraiment un besoin terrible d'interdisciplinarité. Et donc le combat à mener, c'est que pour aborder la complexité du monde, on ait plus de temps sur le monde et que les disciplines s'entre-épaulent pour arriver à faire cerner la complexité aux futurs citoyens. Alors avant de conclure, j'aimerais vous donner la parole. Est-ce que certains parmi vous ont des questions pour nos intervenants? N'hésitez pas, levez la main, il y a des micros qui circulent. Bonjour et merci. Alors, je me présente juste en 2 mots. Je suis jeune maraîcher, malgré mon âge. J'ai commencé il y a maintenant un peu plus d'1 année. Donc, vous avez bien expliqué qu'il y avait une sensibilité, je pense, qui est quelquefois un peu personnelle, que j'ai portée sûrement toute ma vie, et je m'aperçois que c'est compliqué d'essayer de communiquer cette sensibilité aux autres personnes. Et bon, vous avez parlé de l'éducation, et moi j'avais envie de vous parler des médias, de la pression qu'il y a autour de nous en tant que consommateurs, et toutes les conneries, entre 2 mots, voilà, pour rester poli, toutes les conneries qu'on arrive à nous faire avaler. Et voilà, c'est savoir quel pouvoir on a, nous, ou quel devoir, je ne sais pas comment dire les choses, ou comment, est-ce que vous avez des idées sur le comment on peut faire réfléchir une partie des personnes, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux. Donc je suis complètement d'accord avec vous, il y a les plus vieux, il va falloir attendre qu'ils disparaissent. Qu'ils fassent de l'humus. Qu'on les mette dans le jardin, mais on n'a même pas le droit. Il paraît que ça pollue. Ouais. Et comment parler aux jeunes. Il y a la génération de l'informatique qui est complètement geek et qui sont devant des ordinateurs, y compris mes enfants. Voilà. Donc je suis moi un peu désemparé et je sais pas quoi dire par rapport à ça. Et l'autre point que je voulais dire aussi, il y en a d'autres, mais ça rejoint un petit peu ce que je dis. Je voulais savoir quel était votre avis sur le rôle de la mécanisation, justement sur la situation qu'on a actuellement. Est-ce qu'on n'a pas adapté la culture à une mécanisation sans limite, qui fait que ça représente un peu le portrait qui est derrière. Là, il y a 2 moissonneuses, il pourrait y en avoir 10, ou il pourrait y en avoir une grosse. Oui, 3, pardon. Ouais. Voilà, mais il pourrait y en avoir bien plus. Voilà, c'est avoir votre avis un petit peu là-dessus. Merci. Je commence. Alors, c'est pas une réponse directe. Bon, moi, je suis un peu moins pessimiste, mais alors c'est possible que j'ai une vision un peu biaisée parce que j'enseigne dans une école d'ingénieurs en agronomie, et je le disais, moi, je vois un éveil des consciences des étudiants et des étudiantes que je côtoie qui est bluffant et qui est super enthousiasmant. Donc voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas forcément voir les choses de manière négative. Après, je pense qu'on l'a dit, il n'y a rien de simple, mais je pense qu'on l'a évoqué, le fait de continuer l'éducation. Moi, j'approuve complètement, c'est vrai que j'aurais pu y penser, de redire même aux collègues qui sont professeurs en géographie, quelque part de prendre ce sujet des sols et de peut-être d'arrêter de voir le sol uniquement comme une surface foncière aménagée, mais comme un volume vivant. Et puis, mais bon, après, ça répond pas non plus complètement à votre question, mais le conseil que je donne souvent, il y a des initiatives qui voient le jour.
c'est si chacun et chacune d'entre nous pouvait déceler, désimperméabiliser 1 mètre carré devant chez soi et planter quelque chose sur le trottoir en face de chez nous. Bon, c'est une manière de prendre conscience et chacun à sa petite échelle de contribuer. Mais je pense que vous le faites aussi en vous étant lancé dans cette activité qui est dure mais satisfaisante, j'espère. Et en étant ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui une preuve de concept. Parce que c'est ça finalement, on a besoin d'exemples. Mais pour bâtir les imaginaires, on est terriblement impuissant parce que j'étais à une réunion de rédaction de France 2 il y a quelques temps pour parler d'environnement et il y a un journaliste qui m'a fait remarquer, de toute façon vous essayez de communiquer, bon nous on veut bien vous aider, hein, c'est plutôt il y a même maintenant un département qui s'occupe des aspects environnementaux et climatiques à France Télévisions, mais vous savez, vous êtes hautement impuissant. Et il me disait que, alors là, on va parler d'alimentation, hein, d'alimentation saine. En fait, quand on regarde l'argent qui est mis dans la pub par des boîtes qui vendent des aliments d'un côté, et l'argent qui est mis dans les spots pour manger bien, manger sain, hein, tous les spots qui visent la santé, en fait, le rapport, il est de 1 à 1000. Et ça me fait penser à une chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus et on ne crée plus les imaginaires qu'au lycée, ou au collège, hein, ou à l'école, d'une façon générale. Maintenant, ils sont quand même issus de fermentation au sein de la société aussi, et dont certaines sont aidées par des puissances financières. Et je crois qu'il faut s'interroger sur la nécessité de recruter des publicitaires pour transmettre des messages de sens, sur le sens du monde. Pas des messages politiques pour le coup, mais des messages sur comment ça marche. On va avoir besoin d'eux parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas très doués pour raconter ça et le rendre vivant, d'une part, et d'autre part, de toute façon, il y a plus attractif. Et ça, voilà, c'est la réflexion que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, même pour l'enseignement, ça sera hors du lycée aussi. Il faut mettre de l'argent sur la table pour avoir des bonnes vidéos, aider des youtubeurs qui font des trucs bien. Il y en a, hein. Moi, j'adore Vince Canté, par exemple. C'est génial ce qu'il fait. Ça s'appelle No Limit, son podcast. Là, voilà, il y en a qui font un travail extraordinaire. Il faut leur donner les moyens de le faire mieux. Parce qu'eux, ils savent justement créer les imaginaires. Et oui, pareil. Je rejoins ce que disait Geoffroy. Je ne suis pas si pessimiste que ça pour les moyens qu'on a à notre disposition pour remédier à cette ignorance qu'il y a sur les sols, notamment auprès des plus jeunes. À l'université de Rouen, on a un cours, la formation superficielle et seule, où on allie des bases, des connaissances théoriques avec des sorties terrain. Et effectivement, à l'occasion de la sortie terrain, on peut constater qu'il y a une certaine ignorance, mais effectivement, il y a un éveil auprès des étudiants qui est significatif. Et là, ça devient concret pour eux, effectivement, allier avec des sorties pédagogiques, des connaissances théoriques. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant et on voit qu'on arrive à les intéresser sur cette question des sols qu'ils ne connaissent pas du tout au départ. D'autres questions dans la salle ? Je me permets d'intervenir parce que je trouve qu'on est... J'ai essayé d'attendre que M. Stelos m'écoute parce que c'est à lui que je veux m'adresser. Je suis tout en haut, là-haut. Je me permets d'intervenir parce que je pense qu'on est vraiment une superbe illustration de ce que vous venez de raconter. Donc, moi, je suis venue en tant que vieille prof de SVT, avec plein de curiosité et d'espoir, heureusement, avec une classe de 30 élèves de première spécialité SVT, où normalement, le sol, on doit en parler pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure maximum. Et donc, cette opportunité va nous permettre déjà, je pense, d'en parler beaucoup plus. Ils ont été super attentifs. Ils n'ont peut-être pas tout compris, mais on va reprendre des choses. Et donc, on a la chance, la semaine prochaine, d'aller travailler 3 jours à l'INRAE de Champenoux sur les sols également. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Donc, moi, je suis quand même beaucoup plus optimiste que vous. C'est vrai que les cadres des programmes, de toute façon, on ne peut pas tout balayer, ce n'est pas possible. Après, il y a quand même pas mal d'initiatives possibles. Je pense que quand même, actuellement, on parle beaucoup plus des sols qu'il y a 20 ou 30 ans. Je crois qu'on n'enseignait même plus la pédologie à l'université. Moi, je n'ai jamais travaillé sur les sols à l'université en tant que prof de SVT. Donc, j'aime espérer que ça va aller de mieux en mieux et qu'on va en parler de plus en plus. En tous les cas, on essaye d'y veiller et on essaye, je pense, au niveau scolaire, en tant que professeur de SVT, d'en parler le plus possible à nos élèves. Juste un petit mot pour vous, madame.
Je veux juste vous préciser que l'hebdomadaire Le 1 a sorti un numéro spécial avec le FIG qui s'appelle Sous nos pieds la terre, un numéro très pédagogique qui sera distribué gratuitement à la sortie de la salle. Donc je vous invite à aller vous le procurer, surtout vous, madame, pour vous et vos élèves. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-haut ? Alors, moi, j'ai une question à poser pour... Enfin, c'est une expérience personnelle. J'habitais à Strasbourg. Et à Strasbourg, il y a une vingtaine d'années, il y a tout le quartier qui est près de la frontière allemande, qui était industriel. Et puis, c'était aussi le quartier de la coopérative. Ce quartier a été complètement reconstruit. Il y a eu des problèmes avec les sols, parce qu'il y avait des industries chimiques. Enfin, c'est ce qu'on a entendu. Et puis, on n'a plus entendu parler des industries chimiques. Maintenant, il y a un énorme quartier qui est construit, c'est le quartier Starlet, avec tous ceux qui connaissent un peu. C'est des immeubles qui ont poussé comme des champignons. Et puis, je suis allée un jour aux ateliers d'artistes qui étaient ouverts sur des lieux de la coopérative, qui est maintenant un tiers-lieu, qui abrite également pas mal d'artistes et toutes sortes d'associations. Et puis je suis allée prendre un café dans le cadre de cet atelier d'artistes et j'ai vu qu'il y avait des cultures dans des bacs, juste à côté. Et je leur ai demandé, vous avez démarré du jardinage en bac ? Ils m'ont dit oui, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit dans le sol parce qu'il est tellement pollué qu'on ne sait pas du tout dans combien de temps on va pouvoir faire quelque chose là-dedans. Alors je mets tout ce que je viens de vous raconter bout à bout et je me dis, comment c'est possible ? C'est archi pollué. Il y a eu des usines chimiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la terre ? Ils ont construit quand même. Voilà, je suis un petit peu perturbée avec ça. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Alors, je ne connais pas le site que vous évoquez. Alors, clairement, je pense qu'il y a sur la question spécifique de la pollution des sols, il faut se rendre compte qu'il y a 30 ans, on n'envisageait même pas la question de la pollution, notamment industrielle, que vous évoquez, des sols, et que en l'espace de 30 ans, alors pour les pouvoirs publics ont vraiment, notamment via l'action du BRGM, du Bureau des recherches géologiques et minières, ont fait un énorme travail de cartographie, de recensement. Donc il y a un travail colossal qui a été accompli, mais l'exemple que vous donnez ne me surprend qu'à moitié. C'est-à-dire que ce travail, il n'est pas terminé. Il y a encore des sites, alors je ne connais pas l'exemple de celui-ci, peut-être que c'est parce que c'est un site orphelin, c'est-à-dire que peut-être que l'exploitant industriel n'est plus identifiable et donc on ne peut pas... parce qu'aujourd'hui, il y a le principe du pollueur-payeur et donc il y a une responsabilité. Un industriel qui démarre une exploitation industrielle doit même souscrire une assurance pour pouvoir couvrir les frais de dépollution à l'issue de l'exploitation. Mais il y a encore des sites comme celui que vous évoquez, existent encore. Alors bon... j'ai envie de dire, encore une fois, mais c'est cette histoire de créer des cultures en bac, on le retrouve fréquemment. Alors, je ne sais pas si les sols sont lourdement contaminés. Normalement, je pense que les autorités sanitaires ne permettraient pas ça. Par contre, qu'il y ait des contaminations résiduelles qui sont encore présentes et qui pourraient affecter la santé des personnes, ça peut arriver, notamment des jardiniers. Alors, plus souvent, d'ailleurs, par inhalation du sol quand on le jardine que par consommation des légumes. Mais voilà, donc je ne connais pas le cas en détail, je pourrais regarder si ça vous intéresse. Mais... Juste, je voudrais, par rapport aux pollutions urbaines, aussi essayer Bon, parce que là, on pense tout de suite à l'activité industrielle, et donc c'est une cause, c'est clair. Mais il y a aussi des pollutions diffuses. Alors, je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est que la toiture de Notre-Dame relâchait, je ne sais pas comment elle va être refaite, mais elle relâchait 21 kilos de plomb par an. D'accord ? Or ça, des sertissures au plomb, il y en a partout. Il y a des vieux bâtiments, donc ça c'est la source des métaux lourds. Il y a aussi les toits en zinc en ville. Tout ça, c'est des sources de métaux lourds. Donc ça, la ville sécrète des métaux lourds dans ses eaux de ruissellement. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas les mélanger aux eaux de toilette, qui elles contiennent de l'azote et du phosphate et pourraient retourner dans les champs. La deuxième chose, c'est un chiffre qui est assez... Moi, je trouve étonnant, mais c'est pas étonnant quand on voit finalement, quand il pleut, vous savez, les bas de caisse des voitures sont aspergés de gouttelettes d'eau.
et ça rince en fait les bas de caisse. Et en fait, 1 hectare de route produit 10 litres d'hydrocarbures aromatiques et toxiques autant qu'on veut par an. Et tout ça, ça part dans les eaux de ruissellement. Et donc, il y a une question qui est effectivement de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on met les eaux de ruissellement. Et en particulier, c'est vrai qu'on a besoin, pour mettre de la nature en ville aujourd'hui, d'avoir de plus en plus de sol aussi en ville pour que les plantes poussent, pour qu'il y ait des réserves en eau. Mais il va y avoir un truc à penser, c'est où on met le tout venant du ruissellement. On ne peut pas forcément l'écouler vers les sols de la ville tant que nos villes seront construites comme ça. Et ça, je pense que ça ne va pas changer. Enfin, il y aura des voitures, il y aura des toits, je pense, des toits anciens pour encore quelques temps. C'est un truc à penser, ça. Pour approfondir cette porte qui a été ouverte sur l'agriculture urbaine, c'est une très bonne chose, ça aussi, pour remédier à l'ignorance sur les sols. On a des sociétés de plus en plus urbanisées. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu la terre, mais là, on est vraiment dans une mouvance avec l'agriculture urbaine qui émerge, les jardins partagés, les micro-implantations florales, etc. Il y a une véritable volonté de revenir à la terre. Donc, à un moment, si on veut retravailler la terre, même ne serait-ce que sur un tout petit espace en ville, il va falloir connaître à minima comment fonctionne un sol. Donc ça, c'est une bonne voie qui a été ouverte, toutes les formes d'agriculture urbaine. On est passé d'une société où on était tous ruraux, on était tous à la campagne à une époque, mais je parle d'une époque très lointaine, en milliers d'années, et petit à petit, on est en train de tous s'urbaniser, mais au final, on voit qu'il y a vraiment ce désir de revenir à la terre. Donc si on veut revenir à la terre, à un moment, il faut connaître un petit peu le sol qu'on va travailler. Donc ça encore, voilà, pour finir sur un point optimiste sur nos sols. Bonjour. Je suis Yves Depoux, professeur d'histoire-géographie à la retraite. Alors j'aimerais faire une petite réponse. Effectivement, je connais très bien Boudes et j'aime bien le vin de Boudes. Il y avait peu de chances qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui connaisse Boudes. C'est dans la Limagne d'Issoire. Et en fait, le village a perdu beaucoup de ses habitants et bien entendu, le bâti se détruit. Mon village natal en Auvergne, il y avait 3000 habitants, il y en a 300 aujourd'hui. Et donc, toutes les bâtisses, c'est à 70 km de Clermont et 70 d'Issoire, sont en train de s'effondrer. Une autre petite chose, et puis après je céderai la parole, c'est qu'en fait, depuis l'an 2000 et même un peu avant, alors que ce n'était pas dans les programmes d'histoire-géographie, j'insistais sur l'importance des sols, leur fragilité, leur importance pour bien sûr produire la nourriture d'aujourd'hui et de demain. Et en fait, je leur citais comme exemple un agriculteur en Alsace, puisque je vis en Alsace maintenant, qui avait labouré dans le sens de la pente. Alors bien entendu, il y a eu des pluies, ce qui fait que sur son champ, eh bien, il y avait des rigoles de 40 cm de profondeur et de 60 cm à peu près de largeur. Je vous garantis que depuis, il s'est remis à labourer dans le bon sens, c'est-à-dire perpendiculairement à la pente. Mais voilà, il y a des choses aussi qu'il faut effectivement apprendre aux enfants. Donc moi, j'insistais là-dessus, quand j'étais enseignant. Je ne le suis plus maintenant. Voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil pour vous faire sourire. Et alors, vous avez parlé de Boudes. Il y a un truc à côté de Boudes qui est super intéressant. C'est la vallée des Saints. Oui. Parce que là, vous avez les restes de sols tropicaux. C'est-à-dire que c'est des sols qui ont été décapés et redéposés à l'envers. Alors, il faut un exercice intellectuel parce que comme ils ont été déplacés dans sans doute un estuaire, les couches du dessus sont en dessous et les couches du dessous sont en dessus, mais vous avez un profil pédologique tropical inversé dans la vallée des Saints. Et c'est pour pas cher. Et en plus, vous avez les cuirasses latérictiques correspondants qui sont encore en place, pas très loin du menhir qui se situe un peu plus au nord, puisqu'on parle de Boudes. D'accord. Il cultivait quoi, l'agriculteur, en Alsace ? Alors là, c'était, je pense, du blé, donc un champ de blé. Et en fait, bien entendu, au lieu de labourer perpendiculairement à la pente, il s'est dit que ça serait plus facile dans l'autre sens. Il y a eu des pluies, c'était en janvier-février, il y a eu des pluies en janvier pendant 8 à 10 jours, et je ne vous mens pas en disant que la profondeur était de près de 40 cm et la largeur de 60. Il avait perdu, à mon avis, beaucoup de sa terre. J'insistais aussi avec les élèves, en leur citant l'exemple de la région parisienne, où entre 1960 et 1980, ou un peu plus dans ces eaux-là, eh bien certaines
certains sols avaient perdu une vingtaine de centimètres alors qu'ils faisaient 1,20 m d'épaisseur. Donc pour montrer la fragilité, l'importance des sols. Je pense aussi que la plus grande menace contre les sols, c'est l'urbanisation. Alors maintenant, je pense qu'effectivement, on pourrait, dans notre pays tout au moins, peut-être rénover ou remettre en usage les bâtiments anciens, quitte à les rénover, pour justement éviter d'avoir un trop grand impact sur les terrains agricoles, parce que les terrains urbanisés, les autoroutes, c'est essentiellement des terrains agricoles. Donc ce sont ces terrains-là qui servent à nourrir la planète, qui sont menacés de disparition. Sur les centres-villes, hein, c'est vraiment important. Hein. On a des taux de vacances des baux commerciaux en centre-ville en France de 8 à 9%. C'est 2% en Suisse, 3% en Grande-Bretagne. On a un vrai problème sur l'aménagement du cœur des villes et c'est une des solutions justement pour gérer le problème du suradtification nette. Maintenant, sur l'érosion, il y a quand même un grand laboratoire et c'est à nouveau un film qui est génial et que je vous recommande, c'est Paysans du ciel à la terre, qui est tourné dans les Hauts-de-France. C'est un très intéressant film sur les problèmes d'érosion, mais très très vite on bascule dans les solutions. Et puis c'est un film extrêmement humaniste, parce qu'on voit des agriculteurs qui sont fiers d'être agriculteurs et qui s'épanouissent dans leur métier. Et ça fait plaisir. Dans les Hauts-de-France, disais-je, la pratique du labour et puis aussi la culture de choses qu'on arrache, donc on remue le sol encore à ce moment-là, a conduit à des taux de matière organique qui font que le sol ne se tient plus, c'est du sable. Et ça crée des coulées de boue. Et alors on appelle ça des inondations. Mais en fait, c'est compliqué parce que l'eau, elle n'est pas vraiment claire, ok. Et en particulier, elle ne rentre plus dans le sol. Pourquoi ? Parce qu'il y a une semelle de labour. C'est-à-dire que vous avez un sol qui ne se tient plus en surface, et en dessous, vous avez une semelle de labour que peut plus passer la pluie. Alors, dans les Hauts-de-France, il y a des éléments climatiques et des bassins versants qui sont pourris, effectivement, et qui conduisent à des risques d'inondation. Mais et les coulées de boue et les inondations sont en grande partie liées à la pratique agricole. Et c'est des moments où le sol s'en va en masse. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Là, pour remédier à l'érosion des sols, un des moyens qu'on pourrait employer dans les parcelles agricoles, effectivement, notamment quand il y a une orientation, il y a une plantation sous la forme de rangs, c'est de mettre les rangs de manière perpendiculaire au sens de la pente. Donc ça va pouvoir contraindre davantage le ruissellement, le ralentir davantage, le fait que les rangs vont faire des barrières puisqu'ils sont perpendiculaires à la pente. Mais c'est pour ça que je vous demandais le type d'agriculture qu'exploitait cet agriculteur, parce que ça, c'est pas vraiment possible de partout. C'est une très bonne solution, mais qui va être difficilement applicable, par exemple, dans le contexte viticole. On pourrait se dire, mais bon sang, déjà, ils plantent tout le temps la vigne sur des coteaux en pente, et en plus, ils la mettent tout le temps dans le sens de la pente. On se dit, c'est pas possible. Enfin, on se dit bien, il y a une bonne raison derrière, ils ne peuvent pas être aussi bêtes quand même. Et la bonne raison, c'est tout simplement une raison sécuritaire par rapport aux tracteurs enjambeurs qui vont travailler la vigne. Donc, c'est des tracteurs un peu particuliers qui sont très hauts, puisqu'il faut qu'ils soient au-dessus de la vigne. Donc, ils sont très hauts et étroits. Donc, par conséquent, quand ils vont se retrouver sur des gradients de pente qui sont très forts, il y a un risque qui se retourne. Donc, vous voyez, sur certains modes certains types d'agriculture, il y a ne serait-ce que des questions sécuritaires qui font qu'on ne va pas pouvoir mettre en place l'implantation, les rangs de culture perpendiculairement au sens de la pente. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un moyen, parmi tant d'autres, de remédier à la question de l'érosion des sols. Alors, je viens de Tannes. Tannes, il y a un vignoble qui est sur des pentes à peu près à 45-50%. Et en fait, à une époque un peu plus ancienne, il y avait des terrasses, il y a toujours des terrasses pour justement pouvoir travailler. Mais il est clair qu'avec les pentes, les vendanges se font en principe attachées, encordées, parce que justement les pentes sont beaucoup trop importantes. Oui, c'est pas mécanisé là, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je suis désolée, il va nous falloir conclure. J'aurais bien aimé poser juste une petite question. Mais très rapide alors. Oui, très simple. Je suis ravie de partager votre optimisme. Vous dépolluez les terres, etc. Mais ne faudrait-il pas ne pas les polluer, commencer à les polluer ? Et deuxièmement, ne faudrait-il pas beaucoup plus légiférer ? Parce que quand on entend nos ministres d'Agriculture qui s'assiedent sur bien des choses, particulièrement pour les pesticides, etc., on n'est pas parti dans une bonne direction. Qu'en pensez-vous ?
Non, je pense qu'on sera tous d'accord avec vous. Après, bon, juste, c'est pour dire que je pense qu'il faut jamais réduire la complexité du processus politique. C'est pas du tout pour dédouaner nos responsables politiques, hein. Mais clairement, sur la question de la réduction sur le plan éco-phyto, qui est un plan super intéressant, mais pourquoi est-ce qu'on a dû aussi ralentir? Parce que justement, on n'avait pas... Marc-André en a parlé largement, on n'avait pas de solution à l'échelle pour permettre aux exploitants et exploitantes de continuer à vivre de leur métier, pour certains qui étaient en agriculture intensive, en se privant complètement ou de manière drastique de produits phytosanitaires. Donc je suis d'accord qu'il faut être très volontariste et se donner les moyens de progresser. Il ne faut pas non plus réduire la complexité de ces décisions politiques. Alors, avant de nous dire au revoir, j'aimerais juste vous demander un conseil à chacun, d'un geste, d'une lecture, d'une habitude à prendre, à adresser à nous, votre public, pour tout simplement se sensibiliser au sol, pour apprendre à mieux cohabiter avec eux. Un geste, une habitude, une lecture, outre les livres de Marc-André Sellos, bien entendu, que je vous recommande à tous. J'ai un excellent ouvrage à vous conseiller, L'homme et l'érosion, alors qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais qui est vraiment excellent. Donc L'homme et l'érosion de René Neubois-Guillot. Voilà, pour bien comprendre ce qui se cache derrière l'érosion, la complexité de l'érosion, les différents facteurs qu'on peut mettre derrière ce terme qui est l'érosion des sols. Donc l'érosion des sols hydriques. Ici, il y a plusieurs types d'érosion, l'érosion éolienne. Donc là, l'érosion hydrique des sols, donc qui est induite par l'eau qui est amenée par les précipitations. Moi, mon conseil, c'est d'aller voir le site web de l'Association française d'études des sols. Alors, c'est la blague parce que si l'Association française d'études des sols, l'acronyme, c'est AFES. Donc, allez voir le site de l'AFES. Voilà. Ne vous trompez pas, hein, c'est bien AFES. Et qui regroupe à la fois des universitaires, mais aussi des praticiens du sol. Et il y a plein d'excellentes ressources. Il y a également des sorties pédologiques qui sont organisées en France métropolitaine. Et si vous pouvez, allez-y, c'est super. Et puis il y a le site du JSOL, donc GISOL, hein, où il y a plein de cartes, c'est absolument génial. Mais moi j'aurais envie de vous recommander un peu à la façon dont, vous savez, il y a ces slogans, planter un arbre, planter un enfant. C'est-à-dire, autour de vous, s'il y a des enfants, racontez-leur, si vous avez été convaincu de ce que vous avez entendu, racontez-leur ça en termes simples, faites-leur toucher du sol, sentir du sol, faites-leur sentir ce que ça représente, plantez les enfants. Merci beaucoup à tous les trois, merci à tous.